Merci. Pardon. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir et un honneur de pouvoir de nouveau ouvrir les feux de cette édition du Forum, comme j'avais eu aussi le plaisir de le faire l'année passée, et de vous retrouver toutes et tous ici à Yverdon. C'est super. Pour parler d'un thème qui me parle aussi beaucoup, c'est le focus client, l'importance du client dans une entreprise. Elle n'est évidemment plus à démontrer, comme a dit Cédric, c'est une évidence. On dit souvent que c'est le client qui paye les salaires, et c'est bien juste. Il faut dire qu'au cours des dernières décennies, il m'a semblé que les entreprises suisses ont beaucoup mis l'accent sur le produit, la qualité, la fiabilité, les coûts aussi. Quand on est dans un pays dont la devise s'apprécie en principe de 2% par an au cours des 50 dernières années, on sait qu'on commence le 1er janvier avec un inconvénient par rapport aux autres concurrents internationaux, c'est que notre monnaie coûte plus cher. Donc on est obligé de sans arrêt se remettre en question. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Comme je le disais l'année passée en conclusion, on a probablement dans notre ADN en Suisse plus de savoir-faire que de faire savoir. Et aujourd'hui, quand on voit que certains produits, comme l'horlogerie de luxe par exemple, le produit la production de la montre coûte beaucoup moins cher que de la vendre. Une montre à 5 chiffres a un mouvement, si elle est à quartz, qui coûte 2 chiffres. Donc le reste, c'est effectivement la notoriété, le faire savoir, trouver les clients, les canaux, les boutiques pour aller près du client. Quand vous voyagez à travers la planète, comme c'est mon cas aussi de temps en temps, vous voyez partout, dans les aéroports, à la télévision, dans les golfs, etc., partout, nos logos de nos marques horlogères. Et ça, évidemment, ça coûte extrêmement cher, beaucoup plus que de produire ces magnifiques montres. Donc là, il y a vraiment un besoin aussi de mettre l'accent sur la relation aux clients, pas celle des clients existants qui sont convaincus par la qualité de nos produits, mais de manière générale, une ouverture un peu plus large sur le marché, ce que nous allons évidemment traiter aujourd'hui. Pour conclure, peut-être cette première constatation de l'importance du client, une petite anecdote. Je pense que c'est arrivé à peu de monde l'occasion de voir ça dans ma longue carrière, une banque avec 50 personnes sans clients. C'était en Asie une ouverture où l'autorité de surveillance, dans son immense sagesse, avait exigé pour autoriser la banque à ouvrir qu'elle soit à même de fonctionner parfaitement. Donc il a fallu faire fonctionner à vide pendant quelques temps, donc 50 personnes qui travaillent sur des écrans mais sans clients. Je peux vous dire c'est aussi triste qu'un pub sans bière. C'est pas peu dire. Donc le client maintenant, comment est-ce qu'il évolue? C'est-à-dire que l'habitude change. Pour moi, il y a deux choses qui changent. D'une part, c'est le comportement du client et le comportement de la concurrence. Le client devient plus volage, si je peux dire. Ce n'est pas une question de mœurs, mais c'est une question d'information, de connaissance, de curiosité aussi. On est tous submergés d'informations et nos clients aussi, évidemment. Un mien ami m'avait parlé d'un de ses séjours dans un magnifique lodge au Groenland. J'ai eu le malheur d'aller googler pour voir à quoi ça ressemblait. Depuis lors, j'ai été abreuvé de mails m'invitant à des tas de solutions d'hébergement dans des endroits dont le nom et probablement la localisation sont en cul-de-sac. Et effectivement, au bout d'un moment, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc, il y a heureusement des plateformes qui permettent de sélectionner l'information, de la mettre de manière un peu prédigérée à disposition, de comparer, et puis d'avoir une base un peu plus juste. Se pose évidemment, pour les esprits mal intentionnés, la question de la référence. Qu'est-ce qu'on met dessus? Comment choisit-on les participants à ces plateformes? Alors évidemment, il y a toujours le doute, est-ce qu'il vaut mieux un mauvais produit bien référencé ou un bon produit mal référencé? Quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'on puisse tricher longtemps parce que les clients, ils parlent aussi, ils donnent leur écho, ils donnent leurs résultats, ce qu'ils pensent, ils attribuent des notes. Et on le voit par exemple pour les hôtels, vous avez un grand choix, et après vous avez aussi ce que les gens pensent, ce que les clients pensent. Et ça, globalement, à part peut-être quelques jaloux du voisin qui vont le maudire, ou quelques hôtels voulant bien faire, hôteliers qui vont un peu s'auto-congratuler, si on enlève un petit peu ces lisières de la courbe de distribution, on va arriver quand même à une image qui est assez fidèle, et après une longue expérience, on peut dire que c'est pas mal ce qui vient. Donc ça aide, le client est mieux renseigné, mieux informé. Évidemment, ça met aussi une certaine pression sur les coûts, c'est indiscutable. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la concurrence. On est encore souvent dans une logique, le concurrent, c'est celui qui fait la même chose que moi. C'est pour ça qu'on est directement concurrent. Donc le concurrent d'un garage, c'est le garage d'à côté, peut-être l'autre marque. L'hôtel, c'est l'hôtel en face, etc. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus que la concurrence, c'est pas que ça et là, c'est de moins en moins ça. Et on voit apparaître des concurrents qui ne veulent pas vous prendre votre place, mais qui veulent grignoter la meilleure part de votre business. Je le vois dans un domaine que je connais bien, c'est la banque. Si vous regardez en banque, on est tranquille, on est peinard en Suisse. Nous, on a de nouvelles entrées de banque, il y en a une tous les tremblements de terre. Par contre, il y en a plusieurs qui ferment chaque année. Donc on est de plus en plus entre nous, c'est très confortable. Le problème, c'est qu'il y a d'autres entrants. Comme disait Bill Gates, « Banking is essential, banks are not ». Donc il faut des services bancaires, mais les banques, elles
Ce n'est pas forcément elle. Et on voit que ces gens-là, souvent des toutes petites entreprises, des start-up, vont grignoter la part la plus juteuse du business. Je pense aux robot advisors qui vont dire aux clients comment ils font placer son argent de manière beaucoup plus efficace que le banquier traditionnel qui regardait le journal ou Bloomberg chaque matin. C'est des petites sociétés qui vous permettent sur votre mobile de faire du change en tout temps, sur vos comptes, de transférer des devises, de passer d'une devise à l'autre, avec des coûts beaucoup moins chers que les banques, mais quand même des modèles très intéressants. Mais évidemment, personne ne va vouloir devenir une banque. J'ai l'honneur de présider une banque, je peux vous dire, ce n'est pas un métier facile, ce n'est pas une sinécure, avec le poids de l'administration et de la réglementation. Par contre, il y a évidemment des morceaux juteux, et c'est ces morceaux qui intéressent les gens. Un deuxième phénomène de la concurrence, c'est de se mettre entre le client et le producteur, ce qu'on appelle l'intermédiation. De nouveau, dans le domaine de la finance, on a des gens qui gèrent les avoirs du client, qui sont évidemment déposés auprès d'une banque. Parce qu'avoir des avoirs déposés, c'est compliqué, c'est lourd, ça demande une énorme infrastructure. Par contre, le brain, de dire il faut investir là ou là, c'est un métier qu'on peut faire avec peu de moyens, peu de ressources, peu de capital, et c'est évidemment très attractif. Et ça mange la moitié de la marge. Donc on voit des gens qui se mettent entre le client et le fournisseur, et ça, c'est une autre tendance. Et puis, évidemment, la troisième dimension, c'est l'intrusion, je dirais, complètement disruptive, comme disent les Anglais. Tout d'un coup, votre modèle est complètement à côté. Je pense à au fleuron Eastman Kodak, que tout le monde connaît, qui n'a pas vu venir le camion, alors, il roulait sur la file de gauche, et puis la fin a été assez rapide et assez brutale. Pourtant, c'est des gens intelligents, qui avaient une culture extraordinaire du succès, mais ils ont été tellement drogués, je dirais, par cette culture du succès, qu'ils n'ont pas vu qu'ils roulaient à gauche et que quelque chose venait en face, qui les a laissés très rapidement sur le carreau. Donc cette concurrence, elle est multiforme, et elle peut être évidemment assez dangereuse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Comme piste, on pourrait proposer de retrouver le contact direct avec le client, et puis surtout d'aller le chercher là où il va, pour butiner, si je peux dire, pour faire d'autres affaires. Et probablement que la solution à la question 1 passe par la réponse à la question 2, c'est-à-dire essayer de trouver d'autres canaux, d'autres points de contact avec le client. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en faisant ça, on risque de toucher aussi d'autres clients, et de faire plus de contacts, et d'élargir la base clientèle que l'on a. Et puis, c'est vrai aussi que dans la mesure où on peut arriver à établir un canal avec le client, on peut imaginer ensuite de passer d'autres choses par ce canal. Un exemple de la vieille économie, c'est les bureaux de poste. Quand j'étais petit, c'était un guichet austère avec quelqu'un derrière armé d'un set de tampons qui maniait avec beaucoup dextérité, ce qui m'impressionnait quand j'étais enfant. Et aujourd'hui, c'est un peu un souk, très sympathique, je ne critique pas, hein, surtout pas. C'est important aussi que ça reste aussi dans les villages un peu reculés pour les personnes âgées. C'est extrêmement important, mais c'est vrai qu'on y trouve absolument de tout. C'est bien parce que comme on attend souvent un certain temps, ça permet de manger, de boire, d'acheter des tas de choses dont on a besoin ou moins besoin. C'est un moyen d'utiliser un canal existant avec plus d'efficacité. C'est aussi l'occasion, par exemple, dans un monde un peu plus moderne, toutes les applications que vous avez sur vos joujoux ici, effectivement, c'est génial, c'est gratuit, ça coûte pas cher. Mais comme on dit, quand le produit est gratuit, en fait, ne vous y trompez pas, c'est vous qui êtes le produit. Et c'est vrai, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Alors l'important, c'est de comprendre le client, on est tous d'accord. Comment il fonctionne? Comment est-ce qu'il évolue? Parce qu'il n'est pas statique, le client, il évolue. Où est-ce qu'il va? Et puis aussi reconnaître en lui sa part d'irrationalité. On n'est pas tous toujours des homo economicus, comme on dit. Quelques exemples pour illustrer mon propos. J'ai entendu dire, si ce n'est pas vrai, c'est bien trouvé, comme disent les Italiens, qu'une grande multinationale de l'alimentaire avait commencé à pénétrer le marché chinois avec des sucettes glacées. Ça avait été un tabac incroyable. Donc évidemment, l'idée a très vite germé de dire on va faire ça à plus grande échelle, on va faire une superbe usine aux normes ultramodernes pour arroser le marché avec des glaces d'excellente qualité. L'usine a été construite en grand style, et malheureusement, ça a été un fiasco total, malgré tous les experts qui s'étaient prononcés dessus. Et finalement, il a été compris, après un certain temps, qu'en fait, le problème, c'était que les gens adoraient la glace, mais que les ménages chinois, à l'époque, n'avaient pas de congélateur à la maison. Donc un bac de 2 litres, ça ne se mange pas tellement dans la rue, quoique, diront certains, mais enfin, c'était assez compliqué, et donc, ça a été un échec. Et puis, petit à petit, quand les gens ont accédé au réfrigérateur, c'est quand même un progrès assez majeur, évidemment, vous en conviendrez, surtout avec la température aujourd'hui, évidemment que l'usine a démarré et ça a été un succès. Mais toujours se mettre à la place dans les chaussures du client. Un autre exemple, je sévis aussi dans l'immobilier. Aujourd'hui, vous avez pas d'appartements qui sont donnés, mais pas pour la colocation. La colocation, c'est une nouvelle forme d'habitation qui se répand. L'immobilier est tellement cher que les jeunes peuvent rarement se payer leur appartement. Donc, ils vont se mettre plusieurs pour arriver à joindre les deux bouts, ou les plusieurs bouts. Et donc, pour ce faire, ils occupent des appartements plus grands, évidemment, mais qui ne sont pas forcément faits pour ça. Et à ma connaissance, il n'y a quasiment pas en Suisse d'appartements qui ont été conçus, prévus pour la colocation. L'immobilier est peu mobile par définition, donc ça prendra un certain temps. Mais là, on voit qu'il y a des besoins du client auxquels il faudrait s'adapter, et ça serait certainement intéressant.
Un autre exemple que l'on peut prendre, c'est sur le côté un peu irrationnel du client, c'est la manière dont il réagit à certains frais, par exemple, dans la banque, on connaît bien ça. On ne rémunérait pas les comptes courants et les banques gagnaient beaucoup d'argent avec ça. Par contre, le client à qui on demandait 20 francs quand il avait perdu sa Maestro qu'il fallait la remplacer, ça créait des hurlements. Donc effectivement, on voit qu'il y a une assez grande dissymétrie. Il y a certaines choses auxquelles le client est très sensible et d'autres, par contre, auxquelles il réagit assez peu. Donc c'est assez intéressant de voir ça. En Suisse, de manière générale, je dirais que la relation B2B, elle est excellente. Les fabricants, les prestataires de produits de services ont une relation vraiment privilégiée et extrêmement solide avec leurs clients. On l'a vu, j'en veux pour preuve, le 15 janvier 2015, quand la Banque nationale a décidé de découpler le franc suisse de l'euro, d'arrêter les mesures de soutien. On a vu évidemment la valeur de notre franc monter et évidemment renchérir extraordinairement les exportations, avec toutes les conséquences que ça aurait pu avoir, parce qu'en fait, ça en a eu relativement peu. Tellement la relation était forte entre le producteur suisse et son client. Je rappelle que la Suisse exporte un franc sur deux. Donc ça a montré à quel point le client n'était pas simplement un fournisseur, mais était dans la chaîne de création de valeur de son client, et lui apportait tellement de valeur ajoutée que même malgré l'augmentation du prix, ça valait la peine de continuer. Donc ça, c'était bien. Par contre, c'est vrai qu'en B2C, on est un petit pays, et là, c'est pas non plus vraiment quelque chose qu'on a réussi à faire, ce que les Américains ou les Chinois font, c'est d'amener une idée ou un produit, et Dieu sait qu'on en a des super, de l'amener sur un immense public et de créer un besoin collectif avec des nombres d'utilisateurs qui montent avec une échelle logarithmique. Ça, c'est quelque chose qu'on a un peu de peine à faire, et c'est vrai qu'il y a un certain monopole pour les deux pays que j'ai mentionnés tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour bien connaître ce client? Évidemment, il faut récolter des données. Ce que fait la Migros avec Cumulus, par exemple, avec un certain succès. Ce que font les organisations caritatives. Il y en a une qui m'avait écrit en estropiant mon nom. C'est malheureux, c'est pas grave, je n'en veux pas. Par contre, je me suis aperçu après qu'il y avait de plus en plus d'institutions qui m'écrivaient avec mon nom estropié de la même manière. Donc j'imagine qu'il y a derrière un petit commerce là assez florissant, qui est sympathique certainement, mais qui n'est peut-être pas forcément ce que le consommateur aime le mieux. Donc on voit que les architectures de base de données sont assez fragiles quand même, et ce n'est pas forcément encore toujours en très bon état et très utilisable. On accumule beaucoup, mais on peut extraire relativement peu. Deux professions pourtant où on a la meilleure intimité par rapport aux clients, c'est les médecins et les banquiers. J'ai reçu un rapport spécialisé d'un médecin. Et simplement, c'était juste le rapport, ça collait avec ce qu'il m'avait dit, mais ce n'était pas mon nom dessus. Donc on voit que les copier-coller avaient mal joué. Donc c'est bien, mais comme disent les Anglais, garbage in, garbage out. Donc attention à la qualité. Un relevé de carte de crédit. Vous prenez le relevé de carte de crédit d'une personne sur une année. Moi, je peux vous décrire toutes ses vies, pas sa vie, ses différentes vies, ses goûts, qu'est-ce qu'il fait pas, qu'est-ce qu'il aime pas. Donc vous avez une quantité d'informations énorme, mais les banques, jusqu'à présent, malheureusement, les utilisent surtout pour des buts de compliance. Si un juge demande des informations, qu'on puisse les donner, mais pas encore du tout pour mieux comprendre le client et lui offrir des choses un peu plus performantes. Donc là, il y a des gros progrès à faire, il y a des fuites, il y a des vols, il y a des leakages plus ou moins organisés ou involontaires. Évidemment, ça exerce une réaction avec la GDPR en Europe, la LPD, loi protection des données en Suisse, qui va arriver bientôt. C'est très lourd, c'est très compliqué, il faut nommer quelqu'un, il faut checker les accès, savoir qui a eu accès à quoi, quand, il faut effacer, c'est très lourd et c'est très compliqué. Donc en même temps, on accumule beaucoup, ça va devenir assez compliqué, assez lourd, donc comment s'y retrouver là-dedans? On aura certainement les explications et la lumière tout à l'heure, aujourd'hui. Mais tout ça, ça permet quand même des choses intéressantes, ça permet d'acquérir des clients. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas cher de faire des mailings de masse. Alors bon, on tire un peu dans le tas, hein, si je peux dire, avec pas mal de dommages collatéraux, mais on arrive aussi en croisant, en faisant attention à beaucoup mieux cibler, et là, ça peut devenir d'une efficacité redoutable. Imaginez le jour où vous avez tout d'un coup un diabète persistant qui se déclare, et puis votre assureur, qui n'est autre qu'un grand magasin, qui a une carte, vient vous dire, mes chers amis, si vous n'aviez pas consommé des six-packs de soft drinks pendant 20 ans, peut-être que vous ne seriez pas dans cet état-là, avec la tentation peut-être de raboter un peu les prestations. C'est de la science-fiction, on est bien d'accord, mais enfin on ne sait jamais. Ça pourrait un jour venir simplement en mettant ensemble quelques données a priori totalement innocentes, mais qui peuvent donner un cocktail un peu plus explosif. Il faut aussi faire attention de ne pas se moquer du client. J'ai eu le malheur d'offrir à mon épouse un sac à main d'une marque qui se propulse beaucoup dans ce domaine actuellement. Ce n'était pas une mauvaise idée de lui offrir le sac, il est magnifique. Mais c'était une très mauvaise idée de laisser mon adresse email. Parce que j'ai été bombardé 2 fois par jour. Les sacs à main, vous voyez, pour moi, ça n'est pas d'une grande utilité. Par contre, j'ai quand même dû, avec le GDPR, me faire un mail pour me dire si vous voulez vous désabonner, vous pouvez le faire. Alors mon cœur a battu, j'ai dit, je me suis précipité sur la touche et j'ai abouti dans le shop avec mon chariot.
Ce n'était pas tout à fait ce que je voulais faire. Donc au bout d'un moment, on commence à dire, mais il ne faut pas en faire trop parce que ça peut devenir, encore une fois, contre-productif. Et là, pour de nouveau mieux cibler, il faut des données, il faut des filtres, etc. Et vous allez voir aujourd'hui, il y a des gens ici qui peuvent vous aider dans ce domaine. Acquérir des clients, c'est facile. J'ai l'honneur de vice-présider une banque de retail dont les représentants sont ici, qui réalise des performances remarquables en termes d'acquisition client. Par contre, acquérir, c'est bien, mais après, il faut garder. Alors, soit garder en offrant des produits imbattables, généralement qui ne sont pas les plus rentables, ou alors, il faut mettre un peu d'humain dedans, il faut mettre quelque chose, un peu de vie, un peu de relation, autre chose que simplement des contacts électroniques. Et ça, c'est le grand défi entre, d'une part, les canaux électroniques, et puis le côté humain qui est quand même absolument nécessaire. Alors, comment faire pour ça ? Création de communauté, ça peut être une piste intéressante. Communauté, c'est puissant, parce qu'on a des feedbacks. Qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait mal ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Les gens s'entraident aussi. Plutôt qu'on ait 500 appels sur le standard parce que ça ne marche pas, les gens vont voir comment résoudre ce problème-là. Il y a d'autres bienveillants, bénévoles, qui font ça gratuitement et qui expliquent comment on peut se dépatouiller dans telle ou telle situation. Donc c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à davantage écouter, davantage s'inspirer, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui peuvent venir de là. Donc c'est quelque chose, je pense, de très très puissant. Avec évidemment l'inconvénient, un hôtelier me racontait, il y a un jeune qui débarque, il dit « Vous avez une belle suite ?» Je dis « Oui, bien sûr. » C'est un peu cher. Il dit « Je l'aimerais pour le tiers du prix. » Puis je lui dis « Mais comment ?» Il dit « J'ai une communauté de 1000 suiveurs, et si vous ne la donnez pas, je vais vous faire du dégât. » Alors c'est bien, ça peut encore une fois conduire à certains abus. Donc il faudra veiller à rester quand même sur la route. Alors la question c'est, est-ce qu'on y va maintenant dans ce nouveau monde de la communication et des canaux digitaux? Alors tout le monde se sent un peu obligé d'y aller, on en parle beaucoup, on doit, il y a une espèce de pression sociale, ah, vous faites rien, comment ça se fait, vous n'allez pas survivre, etc. Donc c'est un petit peu cette ambiance-là dans laquelle on évolue. Maintenant quand on regarde à jeun, si j'ose dire, les chiffres, on est encore relativement réticent, c'est vrai. Mais il y a quand même des choses qui bougent. On voit par exemple, aux États-Unis, les supermarchés ferment les uns après les autres pour être remplacés par des centres logistiques de distribution de vente par Internet. Par exemple, on voit au niveau de l'immobilier encore, dans les baux, avant on était fiers d'avoir un bail de 10 ans. Après c'était plus que 5 ans parce qu'on ne sait pas trop ce que l'avenir nous réserve. Puis maintenant 3 ans c'est déjà pas mal parce qu'alors comment ça bouge, on ne sait plus trop où on en est. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Qu'est-ce qu'on va faire avec les surfaces de vente? Comment ça va évoluer? Donc il y a quand même un mouvement de fond qui est en train de se préparer. Et c'est ça je pense qui vaut la peine d'anticiper. Évidemment l'intelligence artificielle aussi ouvre des débouchés quasiment sans fin, fait aussi peur. Dans les banques, on voit par exemple les décisions de crédit maintenant sont largement automatisées pour les affaires standards et les petits montants, et beaucoup de gens se sont retrouvés, disons, en disponibilité, pour dire ça élégamment, sur le marché, parce qu'effectivement, on peut faire aussi mieux, et puis il n'y a pas le côté un peu subjectif, oui, mais lui, etc. La machine, malheureusement, elle n'a pas d'état d'âme. Et ça, c'est assez préoccupant quand même pour le long terme. Donc finalement, évidemment, l'expérience client, c'est ce qui compte. Elle est très différente si on commande des façades métalliques, si on achète un aspirateur ou qu'on est contribuable et qu'on a une question par rapport à la feuille d'impôt. Mais quoi qu'il en soit, le voyage qu'on va faire, ce parcours qu'on va subir ou accomplir, va être déterminant dans l'impression qu'on aura et la fidélité, la loyauté qu'on va développer et aussi les envies de consommer davantage. Donc c'est là-dessus, je pense, qu'on va se concentrer aujourd'hui. J'ai balayé à grands traits le sujet qui va nous occuper ces prochaines heures, avec, dans l'ordre, je crois, d'apparition à l'écran, on va avoir Blaise Roulet qui va nous parler de la culture client, comment on peut agir avec le client pour en savoir le maximum et récolter les bonnes idées. Ensuite, c'est Arnaud Dufour qui va nous parler un peu du parcours client, comment on l'accompagne par les multicanaux qu'on a à disposition et les risques peut-être de sortie de route qu'il pourrait y avoir à un certain moment. Ensuite, c'est Anne-Claire Pliska qui va nous parler d'un traitement d'une grande quantité de données dans le domaine du transport, comment on peut gérer ça pour arriver à offrir un meilleur service, des meilleures prestations, plus en adéquation avec la clientèle. Et après la pause, c'est de nous Blaise Raymondin qui va enchaîner avec le marketing digital, effectivement, avec en particulier ce que l'intelligence artificielle peut apporter, ce qu'elle a changé dans son travail et ce qu'elle pourrait changer aussi dans nos activités. Pour conclure avec Pascal Mayer qui nous parlera des communautés. Et lui, je crois qu'il a commencé un peu à l'envers. Au lieu de vendre et de faire des prestations pour créer une communauté, il a d'abord créé une communauté pour ensuite lui offrir pas mal de choses. Et ça va être certainement extrêmement intéressant à entendre. Donc je me réjouis de les attendre. J'en apprendrai autant que vous. Et je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve en fin de journée pour un petit wrap-up, une petite conclusion. Merci. Merci. Monsieur Leuthold, si je prends ça, il ne faut pas que je mette mon adresse email ou bien? Non, ouais, d'accord, je ferai attention. Focus client, restez dans le jeu. Évidemment, c'est le thème. Quelle est la place du client dans une entreprise? En théorie,
évidemment, elle est centrale, mais dans la pratique, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a une différence, et si oui, laquelle, entre ce que l'on dit, ce que l'on prétend faire et ce que l'on fait vraiment? En parlant de clients, que faire de ceux qui sont mécontents? Vous avez évoqué Bill Gates tout à l'heure. Lui, il disait que les clients mécontents sont la principale source d'apprentissage pour une entreprise. Voici maintenant l'éclairage de Salesforce, expert du CRM, avec le responsable pays pour la Suisse et pour l'Autriche. Mesdames et messieurs, voici Blaise Roulet, s'il vous plaît.